Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Nous en aurons à la coutume avec l'information, d'abord en langue anglaise. Et bien sûr, c'est avec vous, Buka. Good day. Greetings to you, Elundu. We kickstart with health in Uganda, where over 16,000 babies are affected by congenital heart disease annually. The Uganda Heart Disease Executive Director, Dr. John Omangino, attributed a growing burden to maternal exposure to harmful circumstances during pregnancy, including unprescribed drugs like septrin, alcohol, and tobacco. Details on this report. The Executive Director of the Uganda Heart Institute, Dr. John Omangino, has raised the red flag over the rising number of children born with heart defects in Uganda, revealing that more than 16,000 babies are affected by congenital heart disease annually. He attributed the growing burden to maternal exposure to harmful circumstances during pregnancy, including unprescribed drugs like septrin, alcohol, and tobacco. Despite efforts made to combat the situation, Uganda is still struggling to effectively treat and prevent heart diseases in children. Dr. Omangino noted, adding that many of these children don't live to celebrate their first birthday. He further called on expectant mothers to undergo routine prenatal screenings and to avoid self-medication and exposure to harmful substances. Medical experts say most cases of congenital heart disease can be corrected through surgery if diagnosed early. However, the cost of treatment remains prohibitive. According to the UHI data, a heart surgery in Uganda cost about 18 million shillings, while the same procedure abroad can exceed 72 million shillings. According to Health Minister Dr. Jane Vrood Aseng, they could have saved thousands of lives by prioritizing essential health services. Unfortunately, much of their national budget still goes to politics and non-priority areas. She further called for urgent policy reforms and greater investment in maternal and child health infrastructure, including the expansion of the Uganda Heart Institute's capacity to perform pediatric surgeries and offer comprehensive cardiac care. We now take you to the Democratic Republic of Congo, where technical teams from the DR Congo and the Republic of Rwanda on Wednesday initiated the text of the peace agreement in preparation for the ministerial signing of the peace agreement on June 27, 2025. The U.S. Secretary of State, Marco Rubio, who witnessed the signing. Details on this report. In a significant move towards attaining peace, the governments of the United States of America, the Democratic Republic of Congo, and the Republic of Rwanda released a statement on the occasion of peace talks held this week in Washington, D.C. The technical teams from DR Congo and Rwanda on Wednesday initiated the text of the peace agreement in preparation for the ministerial signing of the peace agreement on June 27, 2025, to be witnessed by U.S. Secretary of State Marco Rubio. It was noted that the agreement was a development through building on the Declaration of Principles signed on April 25 this year. It includes provisions of respect for territorial integrity and a prohibition of hostilities, disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, establishment of a joint security coordination mechanism that incorporates the CONOPS of October 31, 2024, facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access and a regional economic integration framework. Both the RDC and Rwanda expressed their appreciation for the valuable contributions and joint efforts of the US and Qatar as partners in advancing a peaceful resolution. As June 27 approaches, all remain optimistic that the significant meeting of the heads of state in Washington, D.C. will advance peace and stability in the Great Lakes region. The Africa Conference on Children, which commenced on June 18, has brought together experts, policymakers and stakeholders to discuss pressing issues affecting children across the continent. The conference aims to promote the rights and welfare of African children, focusing on key areas such as education, health and protection. Kute Emaba reports.
the African Conference on Children, under the theme Building Partnerships for Accelerating Action Towards Quality and Inclusive Child Care in Africa, kick-started on June 18. In Addis Ababa, the conference has brought together experts, policymakers and stakeholders to discuss pressing issues affecting children across the continent. The event aims to promote the rights and welfare of African children, focusing on key areas such as education, health and protection. The conference provides a platform for African leaders and experts to deliberate on the program made towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), the African Union's Agenda 2063, particularly in relation to children's rights and welfare. Conference centers on identifying gaps, challenges and opportunities for accelerating progress in areas such as access to quality education, healthcare and protection from violence and exploitation. The conference is expected to yield a range of outcomes, including policy recommendations, partnerships, and initiatives aimed at promoting the well-being of African children. Participants will also have the opportunity to share innovative solutions, best practices, and lessons learned in addressing the complex challenges facing children in Africa. The conference outcomes are expected to inform policy decisions and programming at national, regional, and continental levels. Ultimately, the Africa Conference on Children seeks to galvanize action and commitment towards creating a brighter future for Africa's children by bringing together key stakeholders and promoting collaboration and knowledge sharing. The conference aims to contribute to the development of effective strategies and inventions that will improve the lives of millions of children across the continent. The conference's outcomes are expected to have a lasting impact on the lives of African children, shaping the future of the continent for generations to come. In East Africa, Kenyan President William Ruto has revealed that criticism would not distract him from transforming the nation. He was speaking during the second Kenya Urban Forum in Naivasha on Tuesday. Details on this report. It was on Tuesday during the second Kenya Urban Forum in Naivasha that the Kenyan leadership William Ruto asserted that no amount of criticism would distract him from implementing the affordable housing program in the East African country. He pointed out that his focus is on implementing of his development agenda projects that directly impact on the lives of Kenyans. Don't worry about me, I am a man on a mission to transform this country, and no amount of noise by distractors will stop me from implementing this agenda. I am willing to pay the price, he asserted. He explained that transformation of a nation doesn't take a flash, it takes deliberate steps, plans and patience, and having the courage to overcome bumps and challenges, adding that leadership is not defined by how long someone serves in office, but by the foundation put in place for a better future. The affordable housing program is a key part of the government's Big Four agenda, aiming to deliver 500 affordable homes by 2022, now extended. It is a multi-pronged approach involving various government bodies, private developers, and financial institutions. Out of the continent, the first ever Global South Economic Forum took place in Abu Dhabi from Monday to Tuesday, bringing together leaders and experts to discuss economic cooperation and development. The forum focused on promoting partnerships, innovation and sustainable growth in developing countries, with key topics including infrastructure development, digital economy and climate change mitigation. Kute Emaba. The first ever Global South Economic Forum was recently held in Abu Dhabi, bringing together leaders and experts to discuss economic cooperation and development. The forum provided a platform for nations from the Global South to share knowledge, experiences and best practices in promoting economic growth and sustainable development. The event was attended by prominent figures from various countries, international organizations and private
sector. The forum focused on promoting partnerships, innovation and sustainable growth in developing countries. Key topics discussed included infrastructure development, digital economy and climate change mitigation. Participants explored ways to enhance economic cooperation, investment and trade among Global South countries and to address common challenges and opportunities. The discussions aim to foster a deeper understanding of the economic potential of the Global South and to identify practical solutions for achieving sustainable development. According to the organizers, the Global South Economic Forum was held concurrently with the G7 summit, highlighting the growing importance of the Global South in the global economy. The inaugural Global South Economic Forum in Abu Dhabi marked a significant step towards strengthening economic cooperation and development among nations in the Global South. The event provided a valuable opportunity for participants to engage in meaningful discussions, build partnerships, and identify new opportunities for collaboration. We close this first segment of the news in Africa. We'll go to Sudan, where on June 18, the Sudanese government ordered universities in the capital Khartoum to resume operations. The institutions have been closed due to ongoing conflict and instability in the region. The government's decision aims to restore normalcy and provide educational opportunities for students. Kutemaba. On June 18, the Sudanese government ordered universities in Khartoum to resume operations. The institutions have been closed due to ongoing conflict and instability in the region. The government's decision aims to restore normalcy and provide educational opportunities for the students. This move is seen as a step towards stabilizing the education sector, which has been severely impacted by the conflict. Universities in Khartoum have been closed for an extended period, disrupting the academic calendar and affecting thousands of students. The government's decision to reopen the universities is expected to bring relief to students and faculty members who have been eagerly awaiting the resumption of academic activities. The Sudanese government has assured that necessary measures will be taken to ensure the safety and security of the students and staff. The government has also promised to provide support to the universities to help them resume normal operations. This includes providing resources and infrastructure to facilitate the smooth running of academic programs. As the universities prepare to reopen, students and faculty members are cautiously optimistic. While they are still concerned about safety and security, the prospect of resuming academic activities is a welcome development. The success of this initiative will depend on the government's ability to ensure a safe and stable environment for learning. Thank you, Maba, for that report, and that ends the first part of the news in English language. The next language in French with you, Elundu. Thank you so much, Bouka. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h à Moscou, 11h à Abidjan et 12h à Yaoundé, nous démarrons le tour de l'actualité par la Côte d'Ivoire qui vient de découvrir une mine d'or de classe mondiale à Doropo dans le nord du pays. Cette découverte majeure devrait avoir un impact significatif sur l'économie ivoirienne et contribuer à renforcer la position du pays en tant que pays minier majeur. La mine d'or de Doropo est considérée comme l'une des plus grandes mines d'or au monde et pourrait générer des revenus importants pour le pays. Bala nous en dit plus. La Côte d'Ivoire vient de faire une découverte majeure dans le secteur minier. Une nouvelle mine d'or de classe mondiale a été découverte à Doropo, dans le nord du pays. Cette découverte est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années et devrait avoir un impact significatif sur l'économie ivoirienne. Selon les informations disponibles, la mine d'or de Doropo est considérée comme l'une des plus grandes mines d'or au monde. Les experts estiment que la mine pourrait produire des tonnes d'or chaque année, ce qui générerait des revenus importants pour le pays. La découverte de cette mine d'or est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance à l'égard du cacao. Le secteur minier est considéré comme un moteur de croissance important pour le pays et cette découverte devrait contribuer
à renforcer la position de la Côte d'Ivoire en tant que pays minier majeur. Les autorités ivoiriennes ont déjà annoncé qu'elles allaient prendre des mesures pour exploiter cette mine d'or de manière responsable et durable. La découverte de cette mine d'or est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de développer son secteur minier et de créer des emplois pour les populations locales. Il reste maintenant à voir comment la Côte d'Ivoire va exploiter cette mine d'or et comment elle va gérer les revenus générés par cette exploitation. Mais pour l'instant, cette découverte est considérée comme une excellente nouvelle pour le pays et pour la population locale. Merci à vous, Bala. Invité au sommet du G7, le président sud-africain ne s'est pas contenté de participer en simple figurant. Cyril Ramaphosa a milité en faveur du raffermissement des relations entre le G7 et le G20 en tant que président de ce dernier regroupement, justement. Avocat du continent africain, d'une certaine façon, nul doute que dans son agenda, de nombreuses autres questions essentielles se sont glissées. Les précisions de Marga Abega. Le nouvel ordre mondial n'aura de sens que s'il parvienne à favoriser un développement inclusif qui tienne compte de la nouvelle réalité géopolitique. Voilà résumé le plaidoyer du président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de sa présence au sommet de Kananaskis dans la province d'Alberta au Canada. Accueilli par le Premier ministre canadien Mark Carney, Cyril Ramaphosa avait à cœur de faire en sorte que sa participation à ce sommet du G7 en tant que président du G20 ne soit pas simplement protocolaire. Le Sud-Africain appelle à plus de justice et d'équité dans les échanges internationaux. Il s'est fait l'avocat des intérêts des nouvelles puissances mondiales réunies au sein du G20. Soutien affiché à Gaza, l'Afrique du Sud, qui a pris fait et cause pour la Palestine, a profité de sa présence pour exiger la paix au Moyen-Orient face à un G7 dans lequel l'Israël n'a que des soutiens. Le climat, le commerce et la densification des échanges ont constitué les autres sujets d'échange. Merci à vous, Mbarga. Nous vous conduisons à présent au Sénégal. La Grande Muraille Verte est une initiative africaine qui vise à lutter contre la désertification et l'insécurité alimentaire à en restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées. Au Sénégal, les communautés locales et le gouvernement travaillent ensemble pour planter des arbres et des cultures dans la région de Ferlo. Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire, préserver les ressources naturelles et créer des emplois verts pour les populations locales. Bala une fois de plus. Dans la région de Ferlo au Sénégal, les communautés locales et les projets menés par le gouvernement travaillent ensemble pour restaurer les terres dégradées et améliorer les moyens de subsistance en plantant des arbres et des cultures dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Les bénévoles et les fonctionnaires travaillent dans une pépinière forestière de la réserve de biosphère de Ferlo, plantant des arbres et préparant des pots de graines. Nous avons pu mettre en place un enclos de 500 hectares à Wendou Makam. Et le problème majeur était l'eau, dont un étang a été créé et un mini-puits solaire alimentera l'étang, dont il sera durable jusqu'à ce que la faune et la biodiversité puissent être réintroduites. Le projet vise à contribuer à la préservation des ressources naturelles et à renforcer la sécurité alimentaire dans la région où la végétation et la perte de terre représentent un défi majeur. Les arbres plantés dans la pépinière sont destinés à être plantés dans les zones dégradées pour lutter contre la désertification. Le sergent Seydina Diop, responsable de la pépinière forestière de Ranérou, a déclaré que les projets d'adaptation basés sur les écosystèmes ont commencé à produire des résultats tangibles, encourageant les populations locales à s'impliquer davantage et à améliorer leur niveau de vie. À Wendou Makam, un enclos de 500 hectares a été créé avec un étang et un puits alimenté à l'énergie solaire pour soutenir la faune. La Grande Muraille Verte est une initiative lancée en 2007 par l'Union africaine qui s'étend sur 8000 km à travers l'Afrique et est déployée dans 22 pays africains. Le projet vise à restaurer 100 millions de terres dégradées, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2030.
En dehors des frontières du continent, à présent, face à la recrudescence d'une nouvelle souche du virus Covid-19 au Bangladesh, la Direction générale des services de santé, en abrégé DGS, a émise une directive sanitaire en 11 points. Le récit de Fosso. Au Bangladesh, une augmentation soudaine des infections au Covid-19 a incité la Direction générale des services de santé à émettre une directive sanitaire en 11 points, alors qu'une nouvelle vague du virus déferle sur le pays. Des images filmées à Dhaka montrent des centaines de personnes faisant la queue pour être admises à l'hôpital de Morakali, spécialisé dans la Covid-19. Nombre d'entre elles souhaitent se faire tester. Les services hospitaliers seraient presque saturés. La directive exhorte le public à éviter les grands rassemblements, à répondre à une flambée des cas attribuée à l'émergence du sous-variant d'Omicron. Les autorités ont également fait état d'une forte augmentation des infections dans l'Inde voisine. La Covid-19 se propage à nouveau en Asie du Sud-Est avec des zones densément peuplées comme Hong Kong, Singapour, la Chine et la Thaïlande, signalant une hausse des cas. Les autorités sanitaires de plusieurs pays ont émis des alertes dans les grandes villes et recommandent à leurs citoyens de se faire vacciner à nouveau. Étant un hôpital dédié à la Covid-19, nous disposions d'installations de dépistage même lorsqu'il n'y avait aucun cas. Nous disposons de toutes sortes de dispositifs pour traiter les patients atteints de la Covid-19. Actuellement, nous effectuons également des tests rapides et disposons de 2 laboratoires de RT-PCR. Il est possible de réaliser ici tout type de diagnostic pour les patients. La flambée actuelle en Asie serait due à la sous-variante JN1 et à ses souches apparentées que l'Organisation mondiale de la santé a classées comme une variante intéressante, bien qu'elle ne soit pas encore considérée comme une variante préoccupante. Au Bangladesh, la résurgence de l'épidémie est de plus en plus manifeste. Le 4 juin, un décès lié à la Covid-19 a été signalé à Dhaka, suivi de 2 autres le 13 juin, ainsi que de 15 nouveaux cas. Le nombre quotidien d'infections continue d'augmenter sous l'effet de la propagation des sous-variants d'Omicron, d'une vigilance publique réduite, d'une préparation sanitaire limitée et de vulnérabilité systémique persistante. La directive du DGHS appelle à la réintroduction des pratiques de sécurité sanitaire de base, notamment le port de masques facieux et le lavage régulier des mains dans le cadre d'un nouvel effort visant à renforcer la préparation à la pandémie et à promouvoir les soins de santé préventifs. Merci à vous, Jifotso. Alors que le sommet du G7 se tenait dans les bois canadiens de Kananaskis, l'Union européenne a affirmé son soutien à Israël, indiquant qu'il avait le droit de se défendre. Pendant ce temps, le groupe des 7 a assisté au départ précipité du président américain. Donald Trump a indiqué via son réseau social Truth qu'il est préoccupé par les tensions entre l'Iran et Israël. Il allait travailler pour un cessez-le-feu. Le point avec nos correspondants. C'est un sommet particulier dont l'ordre du jour est éclipsé par la situation explosive entre Tel Aviv et Téhéran. Rassemblés dans les Rocheuses canadiennes à Kananaskis, les pays du G7 se sont dit engagés pour la paix et exigent une désescalade. Tout cela exprimé d'une curieuse manière. Nous, les dirigeants du G7, affirmons qu'Israël dispose du droit de se défendre. Nous réaffirmons notre soutien à la sécurité d'Israël. Nous affirmons également l'importance de protéger les civils. L'Iran est la principale source d'instabilité et de terreur dans la région. Pas d'appel au cessez-le-feu, juste un soutien revendiqué à l'État hébreu lors de ce rendez-vous qui s'inscrit dans un contexte de chaos. Et cette année encore, le festin a été de courte durée pour le président américain. Tout comme en 2018, le républicain a annoncé dans la foulée son départ prématuré du G7. Un départ soudain qui semble avoir pris de court ses collègues du groupe des 7. Depuis le Canada, les spéculations sont allées de bon train. Emmanuel Macron a rapidement attribué ce départ plus tôt que prévu à la recherche d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. En réaction, Donald Trump n'a pas hésité à tacler son homologue français. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington et travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.
C'est faux. Il ne sait absolument pas pourquoi je suis en route pour Washington, mais ça n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus que ça. Volontairement ou non, Emmanuel comprend toujours tout de travers. Restez à l'écoute. Cette pique de Trump à l'encontre de Macron est révélatrice quant au revers porté sur les tentatives de l'UE de dialoguer avec le président américain. Autre sujet sur lequel les dissensions émergent à nouveau, la question ukrainienne. Et alors qu'à peine quelques heures plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche déclarait clairement qu'il ne souhaitait pas durcir les sanctions contre la Russie, du côté du président français, le narratif est tout autre. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que si nous voulons aller vers la paix, il faut en effet montrer notre résolution ensemble et notre capacité à aller beaucoup plus loin dans les sanctions. Si dans les semaines qui viennent, les Européens et les Américains de concert portent justement ces sanctions de la sorte, c'est véritablement une transformation de la situation. Les sanctions coûtent cher aux États-Unis. La phrase est signée Donald Trump, qui a été très vocal sur la question de la Russie dès son arrivée au G7. Le républicain est formel. L'exclusion de la Russie du G8 était une mauvaise décision. Lors de la réunion du G7, il a été constaté que les sanctions contre la Russie avaient coûté des milliards et constituaient un préjudice auto-infligé. Nous sommes d'accord avec le président Trump. L'exclusion de la Russie du G8 a été une grande erreur à l'époque. Mais notre position est parfaitement connue, à savoir que la Russie ne perçoit plus le G7 comme un format utile, étant donné la part décroissante des pays du G7 dans l'économie mondiale et les tendances qui se manifestent dans ces pays. Bien entendu, si on le compare par exemple à des formats tels que le G20, le G7 semble très pâle et assez inutile. Et alors que les Européens insistent pour isoler la Russie sur la scène géopolitique, la désillusion se confirme à mesure que les divisions se creusent au sein du vieux continent. L'Europe, qui a déjà perdu au moins 1000 milliards d'euros depuis le début de l'année 2025 en raison du rejet du gaz russe, comme le rappelle le directeur général du Fonds russe d'investissement direct, Kirill Dmitriev. Ainsi, à l'instar de Budapest et Bratislava, un autre pays a décidé de favoriser ses intérêts en dépit de la doxa imposée par Bruxelles. L'Autriche a appelé l'Union européenne à être prête à reprendre les importations de gaz russe après la conclusion de l'accord de paix. C'est le troisième pays de l'UE, après la Hongrie et la Slovaquie, à rechercher le dialogue. Malgré les objections publiques de la Commission européenne, les déclarations de ce type sont un signal important de la prise de conscience croissante de la nécessité d'une coopération économique avec la Russie. Le rétablissement d'une approche saine n'est qu'une question de temps. Face à ces développements, l'attention de Washington ne semble plus être portée sur l'Ukraine. Donald Trump manquera la réunion entre les pays du G7 et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, prévue ce 17 juin. L'homme politique ukrainien qui misait sur cette rencontre pour évoquer l'achat d'armes américaines quelques mois après leur échange houleux dans le bureau ovale à Washington, Donald Trump devrait présider une réunion avec son équipe en charge de la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Nos remerciements à nos correspondants. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. And we have come to the end of today's edition of the midday newscast over For You TV. For presentation, I've been Buka, and in French, Elundu. Thank you for watching, and do have a good stay in the company of our programs.